Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en quatre pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Donc ces gens-là... Donc ces gens ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que, imaginez sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait bah écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je sais pas moi, dans le communisme. Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal? Non. Parce qu'il va à l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. Donc quand les journalistes disent qu'ils sont indépendants, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas indépendants. La preuve en est, dans le traitement médiatique, on voit bien que systématiquement, là regardez, on est en plein délire. Imaginez Kim Jong-un qui ferait des discours pendant 7-8 heures, qu'est-ce qu'on dirait pas? On dirait, bah c'est la Corée du Nord, on est dans une dictature. En France, on a un président qui monopolise les médias, qui est retransmis en direct pendant 7 heures. Et on ne trouve rien à redire. Et surtout, on nous dit que c'est un débat national. Mais monsieur, vous savez ce que veut dire le mot débat? Débat, vous et moi, nous débattons. Et c'est un débat contradictoire. Mais lorsque vous avez des gens qui posent des questions et que le président y répond, c'est une conférence. Parce que si vous enlevez le public... Donc du coup, les médias sont complices de ça, quoi. Mais bien sûr, il n'y a qu'à voir la ligne des éditorialistes. Lorsque par exemple ils disent... Vous pensez à qui spécialement, à peu près quel journaliste spécifiquement? Je parle à Jean-Michel Apathy, vous prenez par exemple Yves Calvi. Regardez Yves Calvi ce qu'il fait sur CNews. Est-ce qu'il est un militant macroniste ou est-ce que c'est un journaliste? Je rappelle qu'il existe une charte, la charte de Munich, qui dit que les journalistes ont pour mission d'informer afin que la population puisse se faire sa propre... Et pour vous, ils n'informent pas? Ils n'informent pas. Ils font de la propagande, quoi. Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc ce n'est pas Yves Calvi de me dire si les gilets jaunes c'est bien pour le pays ou pas. Lui, il doit juste donner les informations afin que moi, citoyen, je me fasse ma propre opinion. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas, quel parti politique je dois voter ou pas. Une concentration impressionnante. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Et le premier d'entre eux, plus grande fortune du pays, Bernard Arnault, via son groupe de luxe LVMH. Il possède les quotidiens Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Radio Classique, mais aussi des parts du groupe Challenge et de Sciences et Avenir. On connaît aussi Martin Bouygues, géant du BTP et des télécoms avec ses 9 chaînes du groupe TF1. Ou encore la famille Dassault, héritière du groupe laissé à sa mort par Serge avec Le Figaro pour titre phare. Il faut désormais compter avec Xavier Niel, le patron de Free, trublion des télécoms, qui investit en 2010 dans le groupe Le Monde, qui compte, outre le journal de référence, 6 autres titres. Depuis, il ne cesse d'investir dans la presse régionale et en ligne. Un autre magnat des télécoms, Patrick Drahi, 9e fortune de France. Après le rachat de Libération, le patron du groupe Altis, maison mère de SFR, se constitue vite un empire médiatique avec Next Radio TV et ses stations RMC, BFM et BFM TV. Avec son argent, il importe aussi ses méthodes de gestion. Malgré les bénéfices, le groupe licencie un tiers des effectifs en 2020. BFM TV est une chaîne très rentable, RMC est une radio très rentable, toutes les entités produisent du bénéfice, on ne comprend pas pourquoi on veut faire ce plan. Et d'ailleurs, quand on pose la question à la direction, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est un plan par anticipation de ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. C'est une autre grève qui marque la reprise en main du groupe Canal+ par l'industriel Vincent Bolloré via Vivendi. Après avoir censuré des émissions sur Canal, Vincent Bolloré veut imprimer sa marque sur la chaîne Tout Info iTélé. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, iTélé, devenue CNews, s'est transformée en arène pour des polémistes de droite réactionnaire. Une Fox News à la française. 7h08 sur Europe 1. Et l'inquiétude pointe désormais chez Europe 1. Vincent Bolloré s'est lancé à la conquête de la radio du groupe Lagardère, l'une des plus écoutées de France. Il envisage d'en faire le pendant radiophonique de CNews à 1 an de l'élection présidentielle. Puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. S'auto-censure par intérêt. Je pèse mes mots, pour des raisons lucratives. Je ne veux pas jouer aux innocents. Il y a de l'argent à gagner. Quand le présentateur de la matinale d'Europe 1 est payé, je rappelle le prix, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 38 000 € par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n'importe quoi, à ce tarif. Bon. Et en dessous, on s'auto-censure, c'est le contraire, c'est par peur d'être viré, tout simplement, parce que les journalistes ne sont pas tous forcément intéressés par l'argent, il y en a tout simplement qui gagnent à peine leur vie, qui n'ont pas l'intention de se retrouver au chômage, donc le système est bloqué de ce fait, et il n'y a pas besoin d'envoyer de la censure, c'est une auto-censure. Bon. La deuxième chose, c'est que le système est plus efficace dans la mesure où il y a le copier-coller, pourrait-on dire, c'est-à-dire la reproduction
sur des sources apparemment diverses du même discours. Quand l'opinion est confrontée au fait que l'article du Figaro est finalement le même que celui de Libération, qui est finalement le même que celui de l'Obs, alors qu'il s'agit là quand même apparemment, et qui est le même que celui du Monde, alors qu'il s'agit de sources bien différentes, avec, dit-on, un pluralisme, une diversité, mais tous disent la même chose. Et donc le public se dit c'est la vérité, puisque des organes aussi différents l'un que l'autre disent la même chose. Sauf qu'ils n'ont rien de différent, ils appartiennent tous à des milliardaires, qui eux sont copains entre eux et n'ont pas besoin de se consulter pour dire la même chose, c'est dans leur cerveau. Donc, à l'époque, quand l'ORTF disait quelque chose, vous aviez l'Express qui disait le contraire, vous aviez l'Humanité qui disait évidemment tout à fait différemment, vous aviez le Nouvel Obs qui était un journal qui pensait différemment, Le Monde dirigé par M. Beuve-Méry n'était visiblement pas gaulliste, etc. Donc là, vous aviez une vraie pluralité d'informations qui aujourd'hui